Bonjour à tous. Dans l'univers de la commande publique en France, il y a un document qui pèse lourd, très lourd. On parle de milliards d'euros d'argent public. Et pourtant, à première vue, il a l'air d'une simple paperasse. C'est le fameux rapport d'analyse des offres, le RAO. Et aujourd'hui, on va voir ensemble pourquoi il est bien plus que ça, pourquoi il est absolument central. Alors on pourrait se dire, un simple document administratif, vraiment, juste une formalité de plus à gérer dans un processus qui est déjà, disons-le, assez lourd. Eh bien, c'est une idée reçue assez tenace, mais la réalité, elle est tout autre. Non, pas du tout. En fait, il faut le voir comme la véritable clé de voûte de toute la procédure. C'est le pilier juridique qui assure que tout est fait dans les règles, de manière juste et équitable. C'est ce rapport qui vient justifier pourquoi on a choisi telle entreprise et pas une autre. Et croyez-moi, en cas de contestation, c'est lui qui protège l'acheteur public. Alors voilà le programme qu'on va suivre. On va commencer par les bases, le socle juridique. Ensuite, on verra ce que les tribunaux en disent concrètement. Puis, on fera un bond dans le présent et le futur proche avec l'intelligence artificielle. Et on terminera en explorant ce que l'avenir nous réserve en termes de transparence, mais aussi les nouveaux défis que tout ça soulève. Allez, on attaque tout de suite avec la première partie. Et pour bien saisir les enjeux d'aujourd'hui, rien de tel qu'un retour aux fondamentaux. C'est quoi, au juste, le rôle juridique de ce fameux rapport? Bon, pour faire simple, le RAO, c'est la trace écrite de toute la réflexion de l'acheteur. Son but est triple. D'abord, la traçabilité. On doit pouvoir comprendre le cheminement de la décision. Ensuite, l'égalité de traitement. Tout le monde doit être jugé à la même enseigne, c'est non négociable. Et enfin, la transparence. Tout ça, bien sûr, c'est solidement ancré dans le code de la commande publique. Classiquement, comment ça se passe? Eh bien, c'est une procédure en deux étapes bien distinctes. Première étape, on vérifie les CV des entreprises, si on peut dire. Est-ce qu'elles ont les reins assez solides, techniquement et financièrement, pour assumer le contrat? C'est le filtre des candidatures. Deuxième étape, et seulement après, on ouvre les enveloppes des offres des entreprises qui ont passé le premier filtre. Et là, on cherche la perle rare, l'offre économiquement la plus avantageuse. Mais, et c'est là que ça devient intéressant, le code permet une petite astuce pour gagner du temps. C'est une sorte de fast-track. Pour les appels d'offres ouverts, on a le droit d'inverser le processus. On analyse d'abord les offres de tout le monde et on ne va vérifier les papiers, la solidité de l'entreprise que pour celles qui arrivent en tête. Le but, il est simple, alléger un maximum le travail administratif. C'est malin, non? Ok, on passe à la deuxième section, parce que la loi, c'est le squelette. Mais c'est la jurisprudence, c'est-à-dire les décisions des juges, qui met la chair sur les os. Voyons un peu comment les tribunaux, dans la pratique, dessinent les contours de ce qui est permis ou non. Alors, premier cas concret, une décision du tribunal de Strasbourg. Elle est super importante parce qu'elle dit quelque chose de simple. Le rapport doit être clair et compréhensible, mais pas besoin d'écrire un roman. Le juge, ce qu'il veut, c'est comprendre la logique derrière le choix. Il ne demande pas un compte-rendu de 300 pages qui détaille chaque micro-décision. Autre décision, cette fois de la Cour de Nancy. Et là, on touche à un point névralgique, l'objectivité. Chaque note, chaque classement doit être basé sur des faits, des éléments concrets et être justifié. Si ça sent le délit de faciès ou le jugement subjectif, attention, c'est toute la procédure qui risque de tomber à l'eau. Et là, c'est la catastrophe. Ah, et celui-là, c'est le carton rouge direct, sans discussion. Le tribunal de Nîmes est très clair. On ne change pas les règles du jeu en cours de partie. La pondération des critères, genre 60% le prix, 40% la technique, elle est fixée au début et on n'y touche plus. Changer ça même d'un tout petit pourcent en cours d'analyse, c'est rompre l'égalité entre les candidats. Et ça, c'est rédhibitoire. Bon, on a parlé du droit, maintenant passons à la technologie. Troisième partie, l'intelligence artificielle. Et là, attention, ce n'est pas de la science-fiction. C'est une révolution qui est déjà en train de bouleverser la manière d'analyser les offres. Regardez bien ce chiffre, 10, pas 10%, un facteur 10. C'est potentiellement le gain de productivité que l'IA peut amener dans ce domaine. On ne parle pas d'une petite amélioration à la marge là, on parle d'un changement complet de paradigme. C'est énorme. Mais alors comment on arrive à un tel chiffre? Concrètement, des outils d'IA peuvent faire quoi? Eh bien, ils peuvent lire et comprendre des centaines de pages de contrats ou de mémoire technique en quelques secondes. Ils peuvent aider à construire les grilles analyses, suggérer des entreprises pertinentes et même, tenez-vous bien, prédire combien de candidats vont répondre et quel sera le montant moyen du marché. Tout ce temps gagné, c'est du temps que les experts humains peuvent consacrer à la stratégie, là où leur valeur ajoutée est maximale. Et cette étude de 2024, elle est très parlante. Elle nous montre une photo très claire de la situation. Le secteur est littéralement coupé en deux. D'un côté, 50% qui ont déjà sauté le pas et qui utilisent l'IA. De l'autre, 50% qui sont sur le bord de la piscine, intéressés mais qui hésitent encore à plonger. On est vraiment à un moment charnière.
On continue notre exploration du futur avec la quatrième partie. Parce que la technologie, ce n'est pas juste une question de vitesse. Et si elle pouvait aussi amener un niveau de transparence, jamais atteint auparavant? C'est tout l'enjeu derrière deux mots qu'on entend beaucoup, blockchain et open data. Attention, ce n'est pas la même chose, il faut bien faire la différence. La blockchain, imaginez ça comme un grand livre de comptes public, mais un livre de comptes qui est impossible à falsifier. Chaque action, chaque étape est gravée dans le marbre numérique. C'est la garantie ultime de l'intégrité du processus. L'open data, c'est différent. C'est l'idée d'ouvrir ce livre au public, de publier les données importantes pour que tout le monde puisse vérifier comment l'argent est utilisé. C'est un outil de responsabilisation. Et la blockchain, ça ouvre la porte à des choses comme les smart contracts, les contrats intelligents. Qu'est-ce que c'est? Eh bien, imaginez un contrat qui s'exécute tout seul. Par exemple, le système vérifie que la livraison a bien eu lieu et hop, le paiement part automatiquement. Le résultat, moins de paperasse, des délais plus courts et on limite drastiquement le risque d'erreur humaine. Et on arrive à notre dernière partie, parce que évidemment toute cette puissance technologique, ça soulève aussi des questions, il y a des défis et ils sont taille. Il va falloir trouver le bon équilibre entre l'innovation, l'éthique et les compétences. Les défis, ils sont de 3 ordres. D'abord, l'humain. Il faut former, former et encore former les équipes à ces nouveaux outils. C'est un changement de métier. Ensuite, la technologie elle-même. Une IA, ce n'est pas magique. Elle a encore du mal avec ce qui est subjectif, l'intuition, la créativité d'une offre. Il faut connaître ses limites. Et enfin, le droit. Il nous faut un cadre pour s'assurer qu'une décision prise par une IA ne soit pas une boîte noire. On va pouvoir l'expliquer, la comprendre, la justifier. Finalement, si on prend un peu de recul, ce qu'on est en train de vivre, c'est bien plus qu'une simple mise à jour. C'est la rencontre de 3 révolutions en même temps. Une révolution juridique, on l'a vu, avec des règles qui s'affinent en permanence. Une révolution technologique, bien sûr, avec l'IA qui change la donne en termes d'efficacité. Et puis, une révolution presque philosophique sur notre rapport à la transparence et à la confiance dans l'action publique. Ce rapport d'analyse des offres semblait n'être qu'un document administratif, se retrouve en fait au cœur de toutes ces transformations. Et la grande question pour demain, finalement, ce n'est plus de savoir s'il faut choisir entre la machine et l'humain. La vraie question, c'est où placer le curseur? Quel sera le juste équilibre entre l'automatisation intelligente et la supervision humaine qui, elle, doit rester indispensable et éclairée? C'est la grande réflexion qui s'ouvre. Merci de votre attention.